Bonjour, chers collègues, professeurs. Merci, monsieur le modérateur. J'ai le plaisir et je suis très ravie d'assister et de participer à cette manifestation nationale et internationale. Je remercie énormément le professeur Belkhadir pour son invitation. J'ai le plaisir aujourd'hui pour vous parler du diabète et le challenge de la gestion du diabète en période très particulière qui est l'adolescence. Et pour commencer, euh, vous le savez très bien, chers collègues, les différents types de diabète, notamment le diabète de type 1, qui est le type le plus fréquent, le diabète de type 2, qui est en nette augmentation de fréquence vue en corrélation avec l'obésité. C'est un processus de défaillance progressive d'insulinosécrétion sur un fond d'insulinorésistance. Et puis les autres types de diabète liés à une affection génétique ou acquise de la fonction des cellules bêta ou de l'action de l'insuline. Et je me permets je choisis aujourd'hui de vous parler du type le plus fréquent, qui est le diabète de type 1, mais de relever le challenge de gestion de ce type de diabète dans cette période de croissance assez critique qui est l'adolescence. Et je vais reprendre quelques diapos de ma très chère collègue professeur Ben Omar qui vient de faire son excellente présentation, et notamment la prévalence du diabète de type 1 de l'enfant et de l'adolescent selon les dernières statistiques de l'IDF 2019. Plus d'un million des enfants sont atteints du diabète de type 1, avec les régions les plus atteintes sont les États-Unis, l'Angleterre, la Chine, l'Inde. Et dans la région MENA, c'est notre pays voisin, le pays voisin qui est l'Algérie, en deuxième rang, le Maroc, que dans nos résultats qui sont extrapolés sur les résultats de notre pays, du pays de voisin. Et je revois aussi les différents stades du diabète de type 1. C'est une pathologie qui est là bien avant que le patient devienne symptomatique par une participation génétique, le déclenchement de la réponse auto-immune, comme professeur Ben Omar l'a bien décrit dans sa présentation, avec la destruction progressive des cellules bêta de Langerhans, l'insulinopénie et par conséquent l'hyperglycémie. Et je passe rapidement vers la clinique. C'est des patients qui vont rapporter une polyurie, une polydipsie, un amaigrissement qui contraste avec une polyphagie, des troubles visuels, et il faut faire attention aux troubles de comportement, au changement de comportement de l'enfant ou de l'adolescent, notamment une réduction de son rendement scolaire. Cette clinique doit être confirmée rapidement par des examens biologiques sans rentrer dans les détails. Il ne faut pas hésiter à répéter les tests en cas de discordance entre la clinique et les biologiques. Pourquoi? Parce que le diabète de type 1 de l'enfant et de l'adolescent non pris en charge évolue rapidement vers la plus grave des complications aiguës qui peut être révélatrice de cette entité du diabète, qui est la décompensation céto-acidosique. Et parfois, il est mal vécu par les patients diabétiques, et nos patients gardent, si je me permets, une tache noire dans la découverte. Il se dit, je ne veux pas me rappeler de ma découverte du diabète parce que c'était catastrophique, c'était un séjour en réanimation, j'ai failli mourir. Et donc, le diabète inaugural de l'enfant nécessite une prise en charge en urgence dans un centre hospitalier spécialisé en diabétologie de l'enfant. D'ailleurs, dans notre service, on prend largement le diabète du nourrisson, de l'enfant, de l'adolescent, du jeune adulte et de l'adulte. Et quand on annonce le diagnostic d'un diabète inaugural aux parents diabétiques, c'est une prise en charge hospitalière dans l'immédiate. Ce n'est pas dans les 24 heures, mais dans la minute. Et toujours dans le diagnostic du diabète, vous savez bien qu'il y a un grand changement des habitudes alimentaires et une grande fréquence de la sédentarité. Nos enfants sont toujours liés à leur téléphone mobile et par conséquent une augmentation de la fréquence de l'obésité. Et au moment du diagnostic du diabète, que ça soit, on a parfois un challenge dans le typage du diabète. Est-ce que c'est entre les deux types les plus fréquents qui sont le diabète de type 1 et le diabète de type 2? Théoriquement parlant, le diabète de type 1, c'est les enfants, l'adolescence, c'est des sujets maigres.
avec des anticorps qui sont positifs. Le diabète de type 2 de l'enfant et de l'adolescent, c'est principalement période pubertaire, rarement moins de 10 ans, mais avec cette obésité qu'on retrouve souvent chez nos diabétiques inauguraux, on se pose toujours la question, est-ce que c'est un diabète de type 1 ou un diabète de type 2? Et là, dans cette étude américaine, portant sur les 1206 enfants entre l'âge de 10 et 17 ans, c'est des enfants qui ont été diagnostiqués initialement pris en charge pour un diabète de type 2 et ils ont dosé les deux anticorps les plus fréquents au moment les anti-GAD et IA2 et on retrouvait que presque 10% de ces patients avaient ces anticorps qui sont positifs, un chiffre quand même qui est très intéressant pour un patient qui a été pris initialement pour un diabétique de type 2. Et si on veut voir un petit peu les caractéristiques de ces enfants, c'est des patients qui avait un BMI qui est moins important que les vrais diabétiques de type 2, avec un taux de peptide C qui est plus effondré que les vrais diabétiques de type 2. Donc, le message à faire passer, c'est en cas de doute sur le typage du diabète inaugural chez l'enfant et l'adolescent, n'hésitez pas à traiter par l'insulinothérapie, le temps de récupérer les anticorps, le temps d'évaluer les besoins insuliniques et de voir l'évolution sans courir le risque et d'avoir une décompensation cétosique ou acidocétosique avec mise en jeu du pronostic vital. Ce qui nous ramène au traitement du diabète de type 1 et je ne vous cache rien, bien sûr, l'étude des CCT a bien montré que le contrôle glycémique diminue le risque de développer les microangiopathies et par conséquent les macroangiopathies. Ce traitement intensif a été bien illustré par le schéma d'insulinothérapie basale bouleuse avec les insulines rapides en préprandial à ajuster en fonction des glycémies préprandiales, de la teneur en glucides des repas et de l'activité physique et une insuline basale. D'ailleurs, aujourd'hui au Maroc, on a bien sûr largement le choix entre la déthymir, la glargine et l'AU300. Ce traitement a bien montré ses bénéfices dans la réduction des complications microangiopathiques, mais avec un grand risque d'hypoglycémie, une complication très redoutable chez nos patients diabétiques de type 1. Et là, comme vous voyez sur ce slide, que les hypoglycémies mal prises en charge sont des hypoglycémies qui deviennent non ressenties et bien sûr non ressenties, leur fréquence augmente et ils deviennent de plus en plus profondes. Et quand vous voyez que une fois que la glycémie elle est plus profonde, elle est prolongée dans le temps. On constate des anomalies cardiaques, des arythmies cardiaques qui partent de la prolongation de l'espace QT jusqu'au bloc auriculoventriculaire et l'arrêt cardiaque, le fameux dead in bed syndrome chez les diabétiques de type 1. C'est une complication qui a été bel et bien pris en considération dans les objectifs glycémiques pour les enfants et les adolescents de type 1 dans les dernières recommandations de la Société américaine de diabète 2020 et ils ont fixé un objectif de moins de 7% pour la plupart des enfants, optimisé à 7,5% pour les enfants à haut risque de faire une hypoglycémie, même 8% pour les enfants qui avaient déjà une histoire d'hypoglycémie sévère ou une comorbidité très importante, mais un objectif qui peut quand même être limité à moins de 6,5% pour les enfants qui peuvent achever cet objectif sans hypoglycémie ou en lune de miel. Et pour éviter cette complication aiguë très redoutable, comme j'ai dit, le traitement insulinique doit être couplé à une éducation thérapeutique de base. Là, je vous illustre une photo du service et une éducation collective qu'on fait aux patients diabétiques hospitalisés, regroupant les différents items de complications aiguës, que ce soit l'hypoglycémie, l'hyperglycémie, la gestion du traitement insulinique, partant de la technique d'injection jusqu'à l'adaptation de la dose par rapport à la nutrition et l'activité physique. Et ce qu'on peut rajouter à cette éducation de base est la particularité de l'adolescent, selon les dernières recommandations de l'ISPA 2018, c'est qu'il est préférable de rajouter de la télémédecine et de la technologie aux adolescents pour faciliter la gestion de leur diabète de façon quotidienne. Et j'ai le plaisir de vous présenter les deux applications conçues au sein de notre service. La première qui est l'IF Diabète,
Oui, on a commencé par la plus dure. C'est une application qui est destinée aux patients diabétiques de type 1, éduqués à l'insulinothérapie fonctionnelle et qui les accompagne de façon quotidienne dans le calcul de la teneur en glucides de leur repas. Et la particularité cette année, c'était le Covid. Et bien sûr, on avait mal à éduquer nos patients diabétiques, nos enfants diabétiques inauguraux, ou faire des rappels d'éducation thérapeutique aux anciens patients diabétiques de type 1. L'idée avec notre chef de service, professeur Hanal Trash, est de concevoir une deuxième application appelée Ana Wasukari, qui part depuis l'hypoglycémie jusqu'à l'adaptation des doses. La particularité de cette application, c'est qu'une application qui est destinée pour les enfants et pour les adolescents, et que même les images et le contenu est adapté à cette tranche d'âge. Mais parfois, malgré tous ces outils, la période d'adolescence en elle-même est un challenge dans la gestion du diabète de type 1 de l'enfant et de l'adolescent. D'ailleurs, l'ado, c'est un enfant qui devient pubère et qui subit tous les changements corporels, hormonaux et psychologiques. Et bien sûr, il y a la puberté, et il y a le retentissement psychologique de la maladie chronique en cette période très particulière qui est l'adolescence. Et les trois points à surveiller au cours de la période pubertaire chez le diabétique de type 1 adolescent, c'est le début pubertaire, c'est le contrôle glycémique et bien sûr les complications dégénératives. Et physiologiquement parlant, on connaît tous que l'insuline est un facteur qui stimule la sécrétion normale, pulsatile de la GnRH, contrairement à l'hyperglycémie, quand vous voyez qu'il y a une diminution progressive en cas d'hyperglycémie chronique de la sécrétion pulsatile normale de la GnRH. Et donc, les patients diabétiques de type 1 en insulinopénie, en hyperglycémie chronique, ils ont une anomalie de sa sécrétion physiologique nécessaire pour le déclenchement normal pubertaire et avec un risque de retard pubertaire confirmé sur cette étude menée par l'équipe de Roer sur presque 25 000 enfants diabétiques de type 1. Et comme vous voyez, il y a une corrélation significative entre l'âge de ménarche et l'équilibre diabétique ainsi que la durée du diabète. Et le résultat, c'était que l'élévation de l'hémoglobine glyquée de 1% est associée à un retard de la ménarche d'une moyenne de 0,7 en approximativement de 25 jours. Le deuxième élément à surveiller au cours de la puberté est l'équilibre glycémique. Et dans cette étude menée par par l'équipe de Stéphanie, en randomisant 32 enfants entre un enfant diabétique et des 16 enfants non diabétiques, et là, quand vous voyez les enfants diabétiques de type 1 en période pubertaire, ils sont plus insulino-résistants que les enfants non diabétiques en période pubertaire. Je rappelle que cette étude a été faite par l'utilisation du clan euglycémique hyperinsulinique. Et l'insulinorésistance va résulter que ces enfants, les besoins en insuline de ces enfants est plus important en début pubertaire. Ce besoin il est de plus en plus élevé en période pubertaire et ils ont tendance à avoir un BMI et une prise de poids de plus en plus importante en période pubertaire et plus spécialement chez les filles que les garçons. Donc déjà, la puberté et l'insulinorésistance. Cette insulinorésistance va donner que les besoins insuliniques sont plus importants chez les enfants diabétiques de type 1 en période pubertaire, et puis la prise de poids qui va optimiser cette insulinorésistance. Et donc, la puberté représente un facteur indépendant du déséquilibre glycémique. Et comme vous voyez sur cette étude, le taux d'hémoglobine glyquée, il est plus élevé chez les enfants en période pubertaire par rapport aux enfants qui sont en pré-puberté. Et qui dit équilibre glycémique dit contrôle des complications dégénératives. Effectivement, dans cette étude menée par l'équipe de Denaré sur les 200 diabétiques de type 1, donc ils ont cherché des complications micro-angiopathiques, que ce soit la rétinopathie ou la néphropathie chez des patients qui sont en période pubertaire.
Et on retrouvait que ces enfants avaient déjà, que 24% de ces enfants avaient déjà une rétinopathie et 18% de ces patients avaient une néphropathie, et que le stade ultime de la puberté, que ce soit le stade 4 ou 5 de Tanner, multipliait fois 3 le risque d'aggravation de la rétinopathie et fois 5 le risque d'aggravation de la néphropathie. Et c'était bien clair dans les nouvelles recommandations, que ce soit de l'ADA 2020 et ou de l'ISPAD 2018, que la recherche des complications microangiopathiques ou macroangiopathiques, il est recommandé au moment de la puberté, quelle que soit la durée du diabète. La pathologie, le diabète de type 1, comme toute pathologie chronique, entraîne un retentissement psychologique très important, et la période d'adolescence en rajoute de plus. Et cette étude menée par l'équipe de Chao sur les 205 enfants diabétiques de type 1, ces enfants, ils ont rapporté que par rapport à la scolarité, à leur vie sociale, à leur activité sportive, à leur famille, que le diabète est le troisième facteur stressant dans leur vie. Et si vous voyez, chère assistance, que le diabète existe dans tous les items étudiés, quel que soit le type, que ce soit leur scolarité, leur vie sociale, leur famille, leur activité sportive, il existe toujours le diabète. Et je voulais vous montrer quelques commentaires de ces patients, que tout dans mon diabète, il est stressant, les injections me font mal, je suis obligée de ramener avec moi le kit d'urgence avec de l'insuline et les moyens de resucrage, je suis obligée de m'adapter à la nutrition et j'ai pas le droit d'avoir des repas festifs et collectifs en famille, donc ce qui engendre des troubles anxio-dépressifs chez ces patients diabétiques. Et les plus fréquents, c'est la dépression, l'anxiété et les troubles de comportement, notamment les troubles de comportement alimentaire. Et quand dans cette étude, vous allez voir que la dépression, elle est corrélée statistiquement significative par rapport à la durée de diabète, et que les troubles anxio-dépressifs chez les enfants diabétiques et les adolescents diabétiques de type 1 est responsable d'un déséquilibre diabétique. Est-ce que l'adolescent, il est déprimé? Les parents qui le gèrent chaque jour, non. Dans cette revue de littérature, bah, la réponse est oui. Les parents aussi ont des troubles anxio-dépressifs, et dans cette revue de littérature, on retrouve que 10 jusqu'à 74% des parents des enfants diabétiques ont des troubles anxio-dépressifs, 33 plus important au moment des diagnostics, ce pourcentage qui diminue plus progressivement après 4 ans du diagnostic. Et là, bien sûr que les troubles anxio-dépressifs parentales retentissent sur la prise en charge du diabète de l'enfant, c'est-à-dire quand l'enfant ramène une hémoglobine glyquée qui est élevée, c'est des parents qui deviennent de plus en plus anxieux, ce qui empoisonne la relation avec leur adolescent, et bien sûr, leur adolescent va lâcher la prise en charge quotidienne de son diabète, et bien sûr, on entre dans un cercle vicieux qui ne va pas finir sans une prise en charge correcte. Et cette étude, elle a bien montré que les enfants qui ont un support familial dans la prise en charge de leur diabète améliorent significativement parlant leur hémoglobine glyquée par rapport aux enfants qui n'avaient pas leur support familial. Et bien sûr, ce support, il est assuré par des interventions éducationnelles qui est multidisciplinaire, incluant les diabétologues, les nutritionnistes, les psychiatres aussi. Nos collègues psychiatres ne refusent jamais un appel. Quand on appelle pour un patient dont on dit que c'est une urgence de prise en charge psychologique, ils répondent immédiatement. Et cet adolescent va grandir, il va devenir un jeune adulte, et il faut qu'il soit préparé en période de transition
qui doit être préparé, par exemple, d'une moyenne de 1 an. Et dans cette étude prospective sur les 118 patients, on conclut que la transition qui est faite de façon très précoce et non adaptée est un facteur de déséquilibre diabétique. Et j'ai l'honneur et le plaisir d'être dans un service qui prend en charge les enfants diabétiques, les adolescents, les jeunes adultes et les adultes diabétiques. Et d'ailleurs, nos patients diabétiques n'ont pas besoin de changer ni de repères humains ou physiques au cours de leur prise en charge. Donc, pour conclure, chère assistance, vous savez la phrase toujours connue d'un adolescent, personne ne me comprend, imaginez qu'il est en plus diabétique de type 1. Déjà, on a besoin d'un accompagnement. L'adolescence est un enfant, donc l'accompagnement doit commencer depuis l'enfance, puis de l'adolescence. Choisir le choix optimal et idéal du traitement insulinique est couplé à une technologie pour faciliter la prise en charge quotidienne de ces patients et bien sûr l'accompagnement des différentes phases de croissance. Et la prise en charge du diabète de l'adolescent est une prise en charge bien sûr multidisciplinaire, incluant l'enfant, l'adolescent, les parents, le diabétologue nutritionniste et les psychiatres. Et je vous remercie énormément